Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La légende du cyclisme que vous êtes a déjà connu plusieurs cycles dans sa vie comme dans sa carrière. Vous en ajoutez un à travers une trilogie qui a dessiné votre parcours d'exception dans tous les sens du terme. Bonjour Bernard Hinault. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous retrouve aujourd'hui avec une BD, le 3e tome d'une série de BD éditée chez Mareuil Éditions, Hinault dans la légende. On va en parler. Et c'est vrai que vous êtes une légende du cyclisme. Donc le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours, et pas seulement cycliste, à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé quelques-unes, donc on va les évoquer. La première, c'est le 12 mai 1972, votre première télé, commentée par Robert Chapat. Oui, et c'est sur 121 km, parfois sélectifs comme cette montée où le peloton est encore groupé, que se disputait ce 49e championnat de France des débutants. Voilà, c'est première télé, et Robert Chapat commente la victoire d'un jeune homme, auquel il croit beaucoup, qui est Bernard Hinault, et c'est effectivement les premiers pas d'un lope. Je n'étais pas au courant, ça. Je savais même pas qu'il était là. Je sais que j'ai gagné, oui. Non, c'était une belle course, bien préparée avec Monsieur Leroux, l'entraîneur, où il y avait 2 bosses et il m'avait dit, dans la 2e bosse, tu attaques et puis tu t'occupes pas du reste. Voilà. Et puis à l'arrivée, on va jusqu'à la victoire. C'était une course réservée aux moins de 18 ans. Oui. C'est particulier. Ben, c'était les juniors. Oui. C'était les juniors de l'époque, qu'on retrouve aujourd'hui. C'était le trophée Pernod, le prestige Pernod. Non, c'était Dunlop. Le Dunlop. Bon, c'était sponsorisé par Dunlop, donc c'était ça. Voilà. Alors, il faut savoir que Robert Chapat connaît bien le cyclisme, puisqu'il a été professionnel pendant 16 ans, et il a même été le premier cycliste interviewé pendant le Tour de France à la télévision en 49. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Et j'étais pas né. Voilà. Et à l'époque, le Tour était filmé, la bobine partait par avion, et le lendemain, le résumé de l'étape était diffusé à la télévision. Mais c'était les débuts, et c'était fantastique pour ceux qui avaient la possibilité d'avoir la télévision. Non, je crois qu'il faut pas oublier tout ce qui a été fait avant, qui ont fait la beauté du Tour de France. Exactement. Alors, il se trouve aussi que cette victoire vous vaut votre premier article dans La Voix du Nord par un certain Jean-Marie Leblanc. Et oui, c'est Jean-Marie qui me véhiculait, parce que nous, on était avec un minibus avec toute l'équipe de Bretagne, où on était 10 ou 12, je crois. Et puis, tout le monde ne pouvait pas venir à la réception de la mairie. Et donc, c'est Jean-Marie Leblanc, avec sa voiture noire, qui m'a véhiculé jusque-là, et c'est le début d'une belle aventure. Voilà, et ça a été en plus un scoop, puisqu'il a parlé de vous le lendemain dans le journal. En fait, il est arrivé à la Voix du Nord en 67 après le cyclisme. Il a d'abord été bénévole, et quand il a arrêté le cyclisme, il est resté journaliste, et on connaît la suite avec le Tour de France qu'il a organisé. Et je crois qu'il a arrêté l'année où Greg LeMond a battu Fignon sur les Champs-Élysées. En 89. Peut-être bien, oui. Alors, vos courses, Bernard Hinault, la première que vous avez remportée, c'est le championnat de Bretagne sur route junior. Ça vous a marqué, ça aussi ? Oui. Il y a eu les longs bretons, et c'est toujours des courses contre la montre au départ. Alors, quand j'étais champion de Bretagne, j'ai fait les deux. J'ai fait la piste et j'ai fait la route. Donc, j'ai pu prendre les 2 maillots, quoi, finalement. Voilà. C'est mieux. Et vous n'aviez pas le choix entre les deux ? Je suis parti avec Monsieur Leroux. On est parti du principe qu'il fallait savoir tout faire. D'accord. Non, et la piste et la route et à l'occasion le cyclocross, parce que ça permet d'être plus adroit, de savoir se placer. C'est un atout supplémentaire pour un coureur professionnel après. Et vous avez eu bien raison. Alors vous êtes né à Effignac, dans les Côtes du Nord, dans la maison de vos grands-parents, je crois. Et d'ailleurs, il y a un agent de maintenance, Michel Hinault, qui a été maire de 2001 à 2020. Oui, c'est mon cousin. Voilà. C'est la famille, c'est la mafia. Exactement. Et c'est vrai que vous êtes né dans la maison familiale. C'est juste à côté, c'était une grande longère, mes grands-parents étaient au bout, mon oncle au milieu et nous de l'autre côté. Donc j'ai passé toute mon enfance auprès de mes grands-parents, et ça c'était fabuleux. Voilà. Et alors votre père n'était pas cycliste, il était poseur de rails pour la SNCF, et votre mère travaillait à la ferme. C'était pas vraiment une ferme, c'était un grand jardin de 3 hectares quand même. Voilà. Donc elle faisait des oignons, elle faisait des carottes, elle faisait des haricots. Elle avait de l'élevage, ça nous permettait de vivre correctement. Voilà. Et vous jouiez, vous, avec les lapins, les cochons ? Il fallait lui donner un petit coup de main quand même, parce que... Et ça me paraît tout à fait naturel qu'on lui donne un coup de main. Voilà. Et vous aimiez la nature, courir partout ? Ah, ça, pour ça, oui. Ah oui. On avait cette chance, quand on habite à la campagne, puis j'avais justement, tous mes cousins, on se retrouvait facilement le dimanche, avant que je fasse de la compétition, à 40, 45. Et c'était la fête, quoi. Voilà. Et votre premier vélo, je crois que c'était un vélo rouge à l'âge de 8 ans. Que je partageais avec mon frère. Et j'ai appris à faire du vélo la première fois parce que quand j'ai pris le vélo, je savais pas trop comment m'arrêter, j'ai fini dans les orties.
Donc comme ça piquait un petit peu, je suis ressorti plus vite que j'étais rentré. J'imagine. Et c'est comme ça que ça commence. Mais pourquoi l'envie de faire du vélo est née comme ça? Alors, parce que j'allais à l'école à chaque fois en vélo. Tu fais 2,5 km, je crois. Au départ, et après, quand j'étais à Saint-Brieuc, pour apprendre un métier, c'était 20 km par jour. Mais moi, je viens de la course à pied. J'ai quand même fait 4 ans de course à pied en même temps. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, moi, je vais faire comme mon cousin, le frère de Michel, qui était coureur cycliste. Je dis, allez, je vais faire comme toi. Sans imaginer une seconde que vous alliez faire un tel parcours. Ah non. Mais la première chose que j'ai fait quand même, c'est quand je suis parti le matin, j'ai été dire à ma mère, ce soir je te ramène un bouquet. Et ma mère m'a dit, espèce d'innocent, comme pour dire, c'est pas bien, non? T'as jamais fait de course, tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas comment ça se passe. Et puis le soir, je suis arrivé, je dis, je t'ai promis un bouquet. Et comment ça se fait? Vous aviez imaginé cette victoire? Pas vraiment, quand on est au départ, on sait pas, mais après dans la course, il y a eu un moment de temps où tout le monde s'est écarté vers la droite, je suis passé à gauche. Puis je me suis retrouvé devant avec le meilleur coureur du moment, celui qui avait le plus de résultats, chez lui. Et il restait 2 tours, je l'ai lâché, je l'ai attendu, parce que je comprenais pas toute la tactique de course. Et puis dans le sprint final, t'es pas là, t'es où? Il était pas là. Et non, et c'était devant chez lui. En plus. Ah là, c'était terrible. Mais j'ai toujours gardé des bons rapports avec lui. Hein. Mais en même temps, vous ne pensiez pas un jour faire des courses, c'est venu comme ça, pour le plaisir au départ. C'est un jeu. C'est un jeu. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir des capacités qui sont peut-être hors normes aussi. Oui. C'est peut-être pour ça que j'ai pu faire aussi bien le vélo. Oui, vous ne le saviez pas quand vous avez commencé. Personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est surtout quand je suis arrivé professionnel, qu'on s'est aperçu que j'avais des aptitudes qui étaient hors normes. Alors, il se trouve aussi que l'une de vos premières compétitions, c'était rattraper les camions dans la côte. C'est quand j'allais à l'école. Oui. Donc le but, c'était de les bloquer un petit peu, parce qu'il n'y avait pas la 4 voies comme il y a aujourd'hui pour la Saint-Brieuc. Il y a une petite bosse, donc le but, c'était de faire un petit écart de manière qui donne un coup de frein pour pouvoir se mettre dans la roue, pour pouvoir monter plus vite. D'accord. Donc c'est peut-être comme ça qu'on devient compétiteur. Oui, c'était dangereux quand même, non? C'était dangereux, c'est sûr que s'il y avait eu un bout de bois par terre, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Bon, vous êtes là, Bernard Hinault, on en profite. Alors, l'école, vous avez arrêté à 14 ans avec le certificat d'études. Et après, j'ai fait un brevet professionnel, donc où je suis ajusteur de métier, mais ça, c'est un métier que j'ai jamais fait. Oui. Mais j'en ai fait plein d'autres. J'ai été facteur, j'ai été magasinier, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que je gagne ma vie, il fallait bien que je me nourrisse. Mes parents n'auraient pas accepté que je sois à la maison à rien faire, quoi. Votre rêve au départ, Bernard Hinault, c'était de devenir ébéniste. Oui, et quand... il y a longtemps, on se posait pas la question, il n'y a plus de place, tu vas faire un autre métier. Oui. Donc, au lieu d'ébéniste, j'ai fait de la ferraille. Et pourquoi ébéniste? Ça vous tentait, les bois? Parce que c'est beau, le bois est beau, c'est peut-être plus facile à travailler, on peut faire des choses magnifiques, quoi. Mais en même temps, si vous avez fait de la compétition, c'est aussi parce que, René, votre cousin, faisait des courses, et que c'est grâce à lui que vous avez pris votre première licence. Oui. C'est avec son aide, et puis après, c'est parti, j'ai gagné pas mal de courses la première année. J'ai gagné les 4 premières que j'ai fait. Et après, sur la saison, j'en ai gagné 12 et j'ai fait sur 20. C'était pas une trop mauvaise note. Non. Et la première, je crois que c'était le 2 mai 71 à Planck Noël. Et vous aviez les cheveux longs et un maillot trop grand pour vous. Ah il y avait tout. Hein. Il y avait les chaussettes qui dépassaient énormément. Donc, il y avait le poil sur les jambes. C'était pas du tout la tenue d'un coureur cycliste d'aujourd'hui. Et pourquoi ça vous intéressait pas d'avoir la tenue d'un coureur cycliste? C'était encore une fois pour le plaisir. Oui, puis on n'y pense pas à tout ça. C'est après quand on dit ce serait peut-être mieux d'être un peu plus dans les règles de l'art. Voilà. Et alors, votre second vélo, je crois que c'était le vélo de votre frère Gilbert que vous avez racheté. Alors ça, c'est pour faire la compétition. Mon frère avait acheté ce vélo, il a fait une course et puis il a dit « c'est trop dur ». Je dis je vais le prendre. Et donc il a fallu que je cours, que je lui rembourse. Et c'est ça qui fait qu'aussi, après, on a envie de se battre. Oui. On dit, si je gagne rien, comment je vais lui rembourser le vélo? Ou alors, il fallait que j'aille bosser dur, quoi. Et vous aviez bossé, je crois, dans une station-service pour payer les premiers frais du vélo. Mais oui. Une période où j'avais 15 ans, j'ai commencé à 14 ans déjà. Oui. Et je faisais 17 heures par jour.
Entre la station-service et le reste. Ouais, non, rien qu'à la station-service. Après, il fallait faire le reste. Alors c'est qu'il y a une station-service qui est la plus déjantée de Haute-Côte d'Or. C'est celle de Pascal Tournier, qui est le long de l'ancienne route nationale 6. Ça s'appelle Chez Johnny. Il est fan de Johnny. Dans toute la station, il y a Johnny partout et lui-même est habillé en Johnny pour servir les clients. Ah ben c'est sympa. Mais c'était une époque en plus où l'essence c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. Non. Et puis il y avait surtout des distributeurs partout. Il y avait ce qu'on appelait les pompistes. Oui. Donc le but c'était de servir le client. Le client il sortait pas de la voiture parce qu'il avait pas envie de se salir. On lui faisait le pare-brise. À l'occasion on faisait aussi l'huile parce que si on pouvait lui mettre un bidon d'huile c'était mieux. Ça faisait un peu plus d'argent dans la caisse. Voilà. Et puis il y avait les pourboires. Donc si on faisait bien le travail il y avait le pourboire. Et finalement, ça vous a permis de vivre tranquillement. On trouvait des petits boulots partout à l'époque. Ah mais celui qui avait envie de travailler, il avait pas de souci, hein. Non, moi, comme je dis, moi j'ai été facteur, j'ai été magasinier, j'ai fait plein de métiers, et ça me dérangeait pas. Non. Mais vous aviez un but à l'époque dans la vie? Pas vraiment. C'est après, quand je suis parti au service militaire, donc j'avais 18 ans, j'ai fait 1 an de service, j'ai pris 1 an de vacances. Quand je suis revenu, donc j'étais dans les catégories inférieures des amateurs, et puis à la fin de l'année, j'étais pro. Et là, on commence à penser, à se dire, mais professionnel. Ouais. Et puis, je suis tombé dans une équipe où on m'a dit, il y a Merckx. Je dis, Merckx, il est comme moi. Ouais. Il a une tête, 2 bras, 2 jambes, il s'en sert, moi aussi. Et voilà. Et puis, je me suis pas posé la question d'aller un peu le chatouiller. On est d'accord. Alors, il y a une autre date importante pour vous. C'est un 18 mai, le 18 mai 1974. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Bernard Hinault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Hinault. Nous parlerons tout à l'heure des 3 tomes et en particulier du dernier tome de la BD chez Maru Édition, Hinault dans la légende, vos mémoires en BD, pour une raison précise qu'on évoquera. Et le 18 mai 1974, c'est une course à laquelle vous n'auriez pas dû participer, qui est la Route de France, parce que vous étiez en 3e catégorie et qu'il fallait être en 2e catégorie. Alors, j'avais les points pour être en 2e catégorie, mais ils n'avaient pas été homologués. Donc j'ai été la faire, et puis après, quand je suis revenu, je suis retourné en 3e catégorie, et là, on m'a déclassé de 2 courses, parce que j'aurais dû être au-dessus. Ça m'amusait. C'était quoi, ces catégories? Alors, quand on commence, donc c'était 4e, 3e, 2e, première catégorie. Première catégorie, après, c'était le sommet, c'était être professionnel. Donc, le début de saison, 74, comme je sortais de l'armée, je me suis retrouvé la plus basse. Oui. Et très très vite, j'ai gagné pas mal de courses, je me suis retrouvé tout de suite en 2e catégorie, sauf qu'il fallait qu'il soit homologué, c'était ça traînait. Voilà. Oui, ça traînait. Donc, on m'a dit, ok, tu peux le faire puisque tu as les points. Oui. Et après, quand je suis revenu, je dis, je vais recourir en dessous, puisqu'ils sont pas homologués. Alors, il se trouve que la Route de France, c'est une course cycliste par étapes amateur qui a été disputée de 1951 à 1990 et qui est l'ancêtre du Tour de l'Avenir. Parce que le Tour de l'Avenir... il y a eu une période, il devait y avoir les 2. Ouais. Mais ça, c'était au mois de mai, et donc c'était Jean Lelio qui l'organisait. Oui. Et je suis arrivé là avec mes équipiers de l'équipe de Bretagne. Oui. Puis on s'est pas posé de questions. Et puis l'étape du Puy de... non, c'est pas le Puy de Dôme. Je sais plus laquelle. Oui. Il y avait un col. Oui. Et il y avait Bobet qui était dans la voiture. Et j'ai attaqué à 60 km ou 70 km de l'arrivée. Et puis, vous faites quoi? Ils me disent. Je dis, je vais gagner. Ouais. Et je gagne pour 1 seconde. C'est fou, hein? Juste à Vichy, puisque c'était l'arrivée à Vichy sur les quais. Là, boum, pour 1 seconde. Et le lendemain, c'est Michel Laurent qui gagne. Et moi, je fais 2e. Voilà. Alors, il se trouve que Louison Bobet, effectivement, a eu beaucoup d'importance dans votre vie. On va d'abord écouter sa voix. Pour le France 53, je le gagne. C'est un rêve merveilleux, car être coureur cycliste et remporter le Tour de France, arriver au Parc des Princes devant 40 000 personnes habillées en jaune, c'est extraordinaire. Voilà, c'est effectivement une pensée que vous avez dû avoir, comme Louison Bobet qui a gagné 3 Tours de France. Mais c'est sûr, c'est quand même un personnage qui a marqué le cyclisme français avec Jacques Anquetil et puis plein d'autres, parce que les anciens, c'était vraiment des superbes coureurs. Voilà, mais il a aussi inventé la Thalasso. Il a inventé la Thalasso qui existe toujours, et ça c'est génial. Oui, personne n'y croyait à l'époque. Moi je me souviens, je crois avoir été l'un des derniers à l'interviewer, il avait confiance en moi, il ne parlait à personne, il était malade, et il disait, mais la Thalasso va continuer et mon frère Jean va assurer
assuré la relève. Et c'est vrai que Jean Bobet, son frère, a assuré la relève. Fait, oui, oui. Et alors, il se trouve aussi que vous êtes arrivé dans cette course quand même avec quelques kilos de trop, parce que les pâtisseries au service militaire, Bernard Hinault, vous en avez abusé. Ah mais j'avais déjà perdu. Oui. Quand j'étais militaire, bon, j'ai pas fait de vélo. On a pris 10 kilos, quoi. Oui. 12 mois, 10 kilos. Mais j'ai reperdu, au mois de mai, j'avais déjà une bonne condition physique. Bon, je m'étais entraîné dur. Hein. Je me suis pas fait de cadeau, comme on dit. Voilà. Mais en même temps, si vous avez fini second derrière Michel Laurent, c'est que vous aviez un vélo moins performant que les autres, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas le summum du vélo, Bernard Hinault. Michel était à la CBB, donc c'était vraiment le gros club parisien avec des moyens techniques que nous, on n'avait pas. Donc, mais ça m'a pas empêché de faire une belle performance. Après tout, c'est la course, c'est la course. Si les dirigeants de l'équipe de Bretagne à l'époque avaient pensé, ils auraient peut-être pensé à me mettre un bon vélo, quoi. Voilà. Enfin, mais bon, ça m'a pas empêché de faire un palmarès après. Voilà. Et le déclic, je crois, c'est lorsque vous êtes manutentionnaire chez un chauffagiste, c'est le tour de chauffe, si j'ose dire. Ah, oui. Et après, vous dites, je veux devenir professionnel. Oui, parce que bon, j'avais quand même pas mal de résultats chez les amateurs, et puis ça c'est avant le chauffagiste. Après, c'était un distributeur de comment on appelle ça, d'électroménager, oui, qui était en même temps que Stableski. Oui. Ils avaient le même groupement, puisque Stableski avait aussi un établissement pour vendre ses produits. Et donc Monsieur Polter a téléphoné à Stableski en disant, faut que tu me le prennes, le petit là. Oui. Ah non, faut que tu me le prennes, tu vas voir, il est bon. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et il vous a engagé, Stableski qui avait gagné le Tour de France d'ailleurs, oui, aussi, oui. Et qui a tout de suite compris que vous étiez une graine de champion. Il m'a mis un peu au charbon dès le départ. Hein. Et alors, vous êtes devenu coureur professionnel, Bernard Hinault, le 1er janvier 1975, avec un salaire ridicule, 2500 francs par mois. Oui, mais c'était le SMIC. Oui. Le SMIC d'aujourd'hui. Si on veut comparer. Et c'était mieux que rien. Ça permettait de commencer. Et puis, quand on est bon, les salaires augmentent automatiquement. Voilà. Et vous saviez que ça allait augmenter, que les salaires... je me suis battu pour ça. Exactement. Donc, dès les premières courses, je me suis pas posé la question si l'autre, il était meilleur que moi. Je suis rentré dedans, quoi. Exactement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les anciens de l'équipe m'ont fait confiance. Quand ils ont vu que je pouvais leur ramener un petit peu d'argent, parce que si on gagne quelques courses, il y a un petit peu d'argent à la victoire. Donc ils ont dit, le petit, on va l'encourager, on va lui donner les bons conseils pour qu'il soit le meilleur, quoi. Voilà. Et vous avez compris très vite que finalement, c'est un travail d'équipe, donc l'argent, on doit le partager dans l'équipe. Voilà. Et ça, je l'ai toujours fait, et je pense que c'est une partie de la réussite, d'avoir des équipiers en or, sur lesquels on peut compter, et quand on leur dit, aujourd'hui, je vais gagner, ils se mettent à votre service, mais à 100%. Mais il faut savoir aussi faire le contraire. Quand vous avez un équipier qui est devant, si vous sentez pas en trop grande forme, vous dites, on va le faire gagner et je vais bosser pour lui, même si je peux me mettre carpette, comme on dit, râlez pas crête. Bien sûr, mais en même temps, c'était vos débuts et vous avez quand même souffert. C'était pas simple au début, c'était un gros travail, Bernard Hinault. Pour moi, ça me paraissait logique. Il n'y a pas 36 solutions. Où on travaille beaucoup à l'entraînement pour gagner, et on est numéro 1, ou alors on se contente de ce qu'on a et puis on est heureux. Mais quand c'est pas dans ma mentalité. Moi, je suis pas né pour faire deuxième, je suis né pour gagner. Voilà. Et c'est à cette époque, je crois, que l'on vous surnomme le blaireau. C'est deuxième ou troisième année professionnelle, c'est 2 coureurs de chez moi. Parce que le mot du blaireau était dans le peloton où tout le monde s'interpellait en disant « Qu'est-ce que tu fais blaireau » ou « Qu'est-ce que tu as fait blaireau ce week-end » Et il y a 2 coureurs de chez moi qui sont Talbourdet et Le Guillou qui ont dit devant Pierre Chany ça c'est un blaireau, oui. Ça c'est un blaireau. Et Chany a écrit le blaireau, et c'est parti. Mais le blaireau existait depuis tout le temps. D'autres coureurs étaient déjà des blaireaux. Non, pas vraiment, c'était pas désigné sur un coureur. Ouais, c'était tout le monde. C'était tout le monde, en disant qu'est-ce que tu as fait ce week-end, quoi. Ah, d'accord. Alors Pierre Chany, il faut savoir que ça a été un grand journaliste. Ah, oui. Et Anquetil a dit de lui, ne me demandez pas de vous raconter ma course, il y a plus compétent que moi pour le faire. J'attends de lire demain l'article de Pierre Chany dans l'équipe pour savoir ce que j'ai fait et comment. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que c'était un ensemble de journalistes qui décrivaient l'événement, qui vivait un peu comme avec le coureur. Donc il le connaissait par cœur, il savait exactement sa mentalité et tout. Et ça, c'était génial, quoi. Oui, et aujourd'hui, il y a certains journalistes qui sont là plus pour le scandale que pour l'événement. Vous avez remarqué ? Ah oui, un peu quand même. Ici, c'est exactement le contraire dans les clés d'une vie. Alors justement, dans votre bande dessinée, à un moment, on vous voit vous énerver contre les journalistes qui racontent n'importe quoi sur vous, ou ce qui disent sa course était médiocre, ou des choses comme ça.
Oui, mais j'ai toujours dit, c'est pas eux qui sont sur le vélo. Voilà. C'est facile de juger, mais fallait qu'ils viennent, hein. Et on aurait vu. Voilà. Mais quelquefois, vous les avez pris de front et vous avez... Ah, mais ça m'a pas gêné à certains de leur dire ce que je pensais. Oui. Mais même s'ils parlent pas de moi, un jour, il y en a un qui est arrivé qui me dit, je vais pas parler de toi. J'ai dit, c'est pas un problème, je vais gagner ce soir. Oui. Et c'est une stimulation fantastique. Et bien sûr, le soir, j'avais gagné. Je dis, alors qu'est-ce que tu vas écrire? Que je suis pas bon? Vous préférez gagner qu'à être connu en quelque sorte. Puis c'est le jeu. Mais c'est le jeu. Mais il y a eu des moments où vous avez dû vous cacher des journalistes. Un jour où vous avez abandonné, il a fallu presque ne pas le dire pour que les journalistes n'écrivent pas les horreurs. Parce qu'ils pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, mais j'avais pas envie qu'on me plaigne. Parce qu'on aurait dit, ah, le pauvre malheureux, pauvre... Non, c'est la vie. Je suis coureur cycliste, j'ai un accident, c'est tout. C'est ce que je disais aux gens, mais je dis, mais quelqu'un qui se coupe un doigt dans une entreprise, est-ce que vous allez le plaindre? Non. Alors pourquoi moi vous allez me plaindre? Ça fait partie de la vie, et puis c'est tout, c'est comme ça. Il y a quand même quelqu'un qui a compté dans le journalisme, c'est Antoine Blondin, je crois qu'il vous a donné une chronique manuscrite. Ah oui, c'était quelqu'un de fantastique. On a passé des moments, surtout quand on remontait souvent le dernier jour pour remonter vers les Champs-Élysées à un endroit autour de Paris en train. Je l'ai vu plusieurs fois être à côté de moi et on discutait et ça c'était grandiose. Quoi. Il a écrit 524 chroniques dans l'équipe, absolument hallucinante. On a voulu le faire présenter à l'Académie française. Il a dit je pourrais jamais parce qu'il y a trop de bistrots entre l'Académie française et mon appartement à Saint-Germain-des-Prés. C'est un personnage qui nous manque. Ah bah oui. Et puis surtout une plume. Une plume, oui. Oui, parce que dans l'état où il était parfois... Oui, à partir de 11h du matin. Ouais. Voilà. Mais il écrire, mais c'était incroyable, quoi. Ben voilà. Et je pense qu'il lui fallait sa petite dose pour être bon. Exactement. Ben vous, il faut une dose d'adrénaline pour être plus que bon. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 7 juin 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Hinault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Hinault. Et Bernard Hinault avec ses BD, ses 3 BD dans la légende, Objectif Maillot Jaune et Sur le toit du monde qui sont chez Mareuil Éditions, qu'on va évoquer tout à l'heure parce que c'est quand même un événement, une première. Alors on a parlé de vos débuts dans la course, de vos premiers titres et j'ai choisi le 7 juin 1980 parce que c'est ce jour-là que vous gagnez le premier Tour d'Italie. Parce qu'on parle toujours des 5 Tours de France, mais on a oublié que vous avez gagné 3 Tours d'Italie. Et oui, c'était... Avant, on avait fait donc Espagne-France et comme maître, comme Poulidor, comme Merckx, comme Anquetil, qui avait fait les deux. J'ai dit, moi aussi, je vais faire les deux. Ouais. Et donc, on a été en Italie, et dès la première participation, on a ramené le maillot. Voilà. Et ça a été avec une avance de près de 6 minutes sur le second. C'était hallucinant. Les Italiens n'en revenaient pas. Ah ben, ils ont été surpris, surtout. Mais c'était un terrain qui me plaisait bien, parce qu'il y a la montagne, il y a les contre-la-montre, il y a de la tactique, il y a plein de choses. C'est l'avantage de la course à étapes par rapport à une course d'un jour où, si vous n'êtes pas dans le bon coup, vous n'êtes pas dans le bon coup. Alors que dans une course à étapes, on peut récupérer ce qu'on a perdu la veille. Mais faire les deux, gagner les deux, c'était pas évident. À part Anquetil, peu de gens l'ont fait. Pour moi, ça me paraissait à peu près logique. Oui, mais il fallait l'entraînement. Ah ben ça, c'est sûr et certain qu'on va pas avec la fleur au fusil. Hein. Faut vraiment bosser dur et puis se dire, bon, ces 2 objectifs, il faut peut-être alléger un petit peu le début de saison pour pouvoir avoir un super Tour d'Italie. Entre les deux, on se repose plus ou moins en ayant quand même des bonnes charges d'entraînement. Et puis derrière, on attaque le Tour. L'ambiance sur le Tour d'Italie n'est pas forcément la même que sur le Tour de France. Ah, pas du tout. Quand on est en Italie, si vous êtes une équipe étrangère, vous avez toute l'Italie contre vous. C'est pas une équipe, c'est toute l'Italie. Et là, il faut être très méfiant par rapport à plein de petites choses. Si vous êtes le dernier, vous pouvez avoir des punaises, vous pouvez avoir plein de petites choses comme ça. Ah, comme ça? Ah bah oui. Mais bon, si vous gagnez, vous dites rien, puis c'est tout. Mais si on perd, là, on peut être très violent. Ah bon? Bah oui, parce que j'aurais dit, voilà comment on gagne en Italie. Oui. Et ça, je vais vous faire de la pub, et puis je pense pas qu'il y a beaucoup qui vont venir vous voir, puisque on triche pour gagner. Ah bon, il y a eu des triches, vous avez vécu des tricheries en Italie? Ouais. Et vous en êtes sorti? Bien sûr, parce que bon, dans ces cas-là, on est vraiment sur le qui-vive. On sait qu'il peut se passer quelque chose, et si vous êtes le dernier à partir, Moser était passé devant moi, il avait rien. Oui. Et moi, j'ai eu les punaises. Oui, donc, vous avez l'oreille, et quand on entend clic, 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 on met les doigts, avec les ongles, on les arrache. D'accord. Avant que ça aille trop loin. Et la voiture de Cyril Guimard, qui était derrière, quand il s'est arrêté, il avait 37 punaises dedans. Ah d'accord. Donc, il y en avait un petit peu, bon. Ah, c'est drôle. Tant pis pour ceux qui étaient derrière, avec leur voiture ou leur vélo.
Mais curieusement, les Italiens, quand même, dans les Français, une fois que vous avez gagné, vous êtes respectés. Ah ben c'est sûr. Quand moi j'ai vu aller au contrôle antidopage, c'était à 500 mètres parce que c'était dans un hôtel. Les Italiens ils vous touchent du bout des doigts, ils vous disent oh mamma mia. Oui. Mais ils vous respectent. Avant peut-être il faut faire attention, mais après terminé. Alors, il se trouve qu'il y a une chose en Italie qu'on ne trouve pas en France, ce sont des billes de plastique avec lesquelles on joue aux billes sur les plages avec des photos de coureurs. Ça, j'ai jamais vu ça. Il y en a eu beaucoup dans les années 60, moi j'en ai eu quand j'étais enfant, et il y avait que des Italiens, à part Anquetil et vous. Et vous étiez respectés en Italie. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Je sais que quand je vais en Italie, c'est un bonheur parce que ils ont un respect pour les champions, que ce soit pour Merckx, que ce soit pour moi, pour ceux qui ont marqué un peu l'histoire du Tour d'Italie. C'est fantastique. Et que vous les gagniez 3 fois, c'était pas un problème? Non, non, non. Et non, on est là pour gagner, on n'est pas là pour se promener. Non, mais on vous a fait moins de tricheries les 2e et 3e fois? À chaque fois, j'ai toujours été sur le qui-vive. Ça, il faut le savoir. Voilà. Alors, il y a une course aussi qui est une course d'un jour qui a été votre plus belle victoire dans une classique, c'est Liège-Bastogne-Liège. Ça a été une grosse épreuve aussi. Parce qu'il y avait la neige. Donc, mes doigts s'en rappellent encore. Parce que ah bon? Ben oui, je les sens pas. C'est pas la même manière de les sentir. Ils sont hyper fragiles. Mais bon, comme je dis, j'étais pas obligé de le faire. Hein. Oui. Mais après, quand on est devant, on peut pas dire je vais m'arrêter parce que je suis devant. Non, on y va. Puis on réfléchit après. Quand on a passé la ligne, on dit bon, c'est drôle, j'ai froid aux mains. Et puis bon, ben après, on dit 15 jours après, tiens, c'est bizarre, ils sont pas revenus. Et puis ils sont jamais revenus. Mais c'est fou parce qu'en général, quand il y a de la neige ou de la pluie, les organisateurs disent on arrête la course. La pluie, non. La neige, mais il y a 40 ans. Donc ça serait aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a du climat, on peut savoir à l'heure près s'il va y avoir de la neige, de la pluie ou des choses comme ça. On peut pas faire prendre de risques aux coureurs. Mais de la pluie froide, ça paraît logique pour moi. Mais à l'époque, on ne savait pas les conditions. Ah bah non. Il y avait pas les... Non, puis c'était vraiment exceptionnel. On a fait la Flèche Wallonne, qui était le jeudi, il faisait 19 degrés. Le vendredi, il y avait 10 de moins. Le samedi, 10 de moins. Et le dimanche matin, avant la course, il faisait 0. 0 à Liège. Oui. C'est-à-dire que quand on va dans les Ardennes, on monte quand même à 700 mètres. Oui. Là, c'était la neige au bout de 300-400 mètres d'altitude. Quand on sort de Liège, ça s'est mis à tomber. Puis là, c'était pas qu'un peu. Vous avez envie d'abandonner dans ces cas-là ou... Plusieurs fois, oui. Oui. C'est Guimard, Cyril, qui m'excite un petit peu parce qu'au ravitaillement, j'étais avec Maurice Le Guillou. Et je dis, Maurice, si jamais il neige au ravitaillement, je bâche. Oui. Et heureusement, il y a une petite trouée de soleil et Cyril arrive et me dit enlève l'impair. Mais j'étais con, quoi. Il fait froid et tout. Enlève l'impair, la course elle commence. Bah oui, j'ai commencé parce que comme j'avais froid, je me suis mis devant et puis j'ai lâché tout le monde. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait même pas d'oreillette pour prévenir les coureurs. Ah non. Ça n'existe pas. Ça existait dans les années 90, 90, je pense. Vous n'avez jamais vécu ça. Vous avez toujours l'entraîneur. Je pense que j'aurais eu du mal à les accepter. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dirige mon vélo, c'est pas celui qui est derrière. Oui. C'est à moi de voir la course, c'est à moi de savoir ce que j'ai à faire selon mes capacités. Alors la course Liège-Bastogne-Liège, c'est la doyenne, elle existe depuis 1892, et je ne sais pas si vous le savez, Bernard Hinault, mais le premier vainqueur, qui était un Liégeois, Léon Houat, il était boxeur. Il était boxeur, il est devenu champion cycliste et il a fait ensuite une carrière dans l'automobile. C'est que c'était un sportif complet. Voilà. Et puis l'enfer, c'est aussi Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, vous avez dit, vous avez une expression très claire sur Paris-Roubaix. Oui, c'est une course de merde. Voilà, exactement. Non, parce que pour celui qui peut gagner le Tour, qui a 99 chances de le gagner, Paris-Roubaix, ça peut être dangereux. Tout simplement parce que si vous faites la mauvaise chute, vous classez une clavicule, vous mettez un mauvais coup dans un genou, vous serez pas au départ du Tour de France. Oui. Et donc, quand vous savez que c'est plus facile pour moi de gagner un Tour, parce qu'il y a plusieurs jours, il y a plusieurs étapes, j'avais pas envie d'aller sur Paris-Roubaix. Et je l'ai fait une fois quand même. Oui, ça, pourquoi pas? Parce que j'étais champion du monde. Oui. Et champion du monde, il se doit... Pour moi, dans mon esprit, il se doit d'être présent le plus possible. Donc, je me suis entraîné beaucoup plus tôt que d'habitude. J'étais en forme avec 3 semaines d'avance par rapport à ce que je faisais les autres années.
Et là, j'en ai profité. Et d'ailleurs, dans la BD, on voit une course où il y a des chiens qui passent. Oui, non seulement il y avait les pavés, mais il y a en plus un chien qui m'en voulait. Ouais. Comment vous avez fait? Je suis tombé. Ouais. J'étais en tête, j'avais pas lâché les autres, mais j'avais roulé un bon morceau très fort. Et à la sortie du virage, il y a un caniche noir avec un collier rouge qui a traversé la route. Et béding. Et je l'ai pris, ça aurait pu à 10 cm près, Ouais. Mais quand vous êtes dans une courbe, vous pouvez pas changer tout, alors vous vous retrouvez dans les spectateurs. Donc je serais tombé quand même. Voilà. Donc finalement, vous n'êtes pas cabot, vous êtes tombé sur un chien, ça peut arriver. Alors, il y a eu aussi ce championnat du monde dont vous parlez. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à Sallanches, donc lorsque vous y participez, le matin, vous dites à votre équipe, préparez le champagne pour ce soir. À l'hôtelier, oui. Oui. Oui, parce que j'avais dit ça au sélectionneur, Richard Marié, 4 ans avant. Parce que j'avais été déçu de l'attitude de l'équipe de France, donc j'avais été le voir, c'était un colonel. Oui. Donc j'avais dit, jamais d'autre je remettrai les pieds dans l'équipe de France. Il me dit, pourquoi? Bon, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et il me dit, calme-toi, parce que j'étais un peu excité quand même. Hein. Oui. Parce que je pouvais être champion du monde dès la première année. Parce que personne ne me connaissait. Donc il y avait deux bons concurrents qui sont Moser et Martens. Oui. Et si vous voulez l'attaquer au kilomètre, le premier des deux qui fait l'effort de venir vous chercher, il est battu. Oui. Donc j'avais une chance de jouer. Et donc je vais le voir et il me dit, calme-toi, le championnat du monde aura lieu en France en 80. Et je lui dis, ok, on sera champion du monde. Voilà. Et ça a été le cas. Ah oui. Avec un directeur de course qui n'était pas n'importe qui était Jacques Anquetil. Ah oui. Car lui aussi, finalement, ça a été un des premiers tacticiens. Quand on voit les interviews des années 50, à la fin d'une étape du Tour de France, il a une tactique précise. Il est très clair. Même moi, quand j'arrivais au départ du Tour, la première des choses, c'est de regarder le livre. Oui. Et à partir du livre, je peux dire où je vais attaquer. Directement. Il y a des jours clés où il faudra être présent à tout prix. Bien sûr, il y a les comptes à montre, il y a peut-être des étapes de montagne où il faudra vraiment être présent par rapport aux grands grimpeurs. Et puis, le matin, quand vous vous levez, la première des choses que vous faites, vous ouvrez les volets ou les rideaux, vous regardez d'où vient le vent, vous mettez une carte en face de vous, et je vais attaquer là. Parce qu'il y a un changement de direction, le vent il est comme ça, et je profite de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui pensent comme vous, Bernard Hinault. Je leur donne la bonne information, à eux de la prendre. Exactement. Alors, il se trouve aussi que vous avez succédé à Jacques Anquetil pour diriger l'équipe de France. Oui, j'ai fait 3 ans ou 4 ans. Oui. Et puis à un moment de temps, il y en a qui m'ont cassé un peu les pieds. Mais je dis, je vais passer 4 jours ou une semaine de plus avec ma femme, elle sera très heureuse. Exactement. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a jamais de langue de bois avec vous. Ah non, je dis en face ce que je pense, et puis ça plaît ou ça plaît pas. Et si vous avez autant réussi, c'est qu'on a toujours dit, Bernard Hinault, que vous aviez un moral de tueur. Moi, je pars du principe qu'un champion, c'est un tueur. C'est un tigre. Si on connaît le tigre, quand il chasse, il est là, il attend, et à la moindre erreur que vous faites, boum, vous prenez un coup de griffe et c'est fini. Et les autres, c'est des moutons, ils sont faits pour être mangés. Exactement. Alors, votre dernière course, c'est un cyclocross à Quessoy, près d'Iffignac, avec 20 000 personnes. Ça a été un grand moment, ça aussi. Ah c'était une fête, c'était pas un enterrement. Parce que beaucoup d'athlètes partent par la petite porte en disant parce qu'ils sont un peu fatigués. Tandis que quand vous avez préparé votre conversion, vous savez que tel jour ce sera fini, vous faites une super fête et c'est beaucoup plus beau que l'enterrement. Vous avez déclaré un jour que ce serait votre dernière année. Oui. C'était prévu. 6 ans avant, j'ai dit je m'arrêterai tel jour. Et pourquoi? Tout simplement parce que mes 2 idoles qui sont Eddy et Merckx et puis Jacques Anquetil avaient pas très bien fini à 34 ans. Mais à 32 ans, ils étaient performants. Donc j'ai dit si à 32 ans, tu es encore bien performant, tu pars par la grande porte. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, il se trouve que ces épreuves ont marqué votre vie. Est-ce que vous vous souvenez de tous les grands moments ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez oubliées? Je pense pas en avoir oublié beaucoup, mais il suffit de me donner un petit indice et partir. Pouf, ça y est, c'est reparti parce que la mémoire revient. Voilà. Mais quand on fait tellement de choses, 12 ans de carrière, on peut oublier des moments, mais si même un col, parfois, je dis mais comment il est? Mais si vous me mettez au pied du col, je vous le raconte directement. Et puis vous êtes reconverti, et puis vous avez changé de métier. Il y a eu la ferme, bien sûr. La ferme, c'était votre rêve. C'était mon rêve, parce que déjà, en tant que coureur cycliste, vous vivez dehors tout le temps. Oui. Et la ferme, vous vivez dehors tout le temps, mais en plus, c'est vivant. C'est selon ce que vous faites. Si vous faites de l'élevage, si vous faites des céréales, vous semez,
Et vous voyez le résultat si vous avez bien bossé ou mal bossé. C'est un peu comme dans la compétition de cyclisme. Vous vous entraînez, vous avez la victoire au bout. Ben là, c'est la même chose. Voilà. Et il y a eu quand même aussi un autre métier qu'on va évoquer à travers une valse. Enfourner des fournets, enfourner des fournets, c'est la danse des boulangers. Vous connaissez la valse des boulangers? On a fait ça pendant 4 ans, 5 ans. Ça, vous occupez de ça aussi? Ouais. Pourquoi? C'était une envie? Parce que donc à la ferme, il n'y avait pas plus de ça que de travail. Et puis j'avais surtout un employé à qui j'avais donné ma parole que j'allais le garder jusqu'à la retraite, quel que soit le prix que ça allait me coûter. Donc j'avais du temps qui me permettait d'aller travailler dans cette entreprise qui nous appartenait. Voilà. Mais c'était passionnant parce que le boulanger, le pâtissier, c'est des créateurs. Et voir comment ils travaillaient la beauté du geste, la beauté du résultat, on revient à la même chose. On revient toujours, on travaille, on a le résultat au bout. Alors, le résultat aussi, il est évoqué dans ces BD, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 16 novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Hinault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Hinault. On a parlé de votre parcours d'exception. Et ce parcours d'exception, il est évoqué dans 3 BD. La 3e vient de sortir chez Mareuil Éditions, Hinault dans la légende. Alors 3 tomes qui racontent votre parcours, votre histoire, avec un dessinateur, avec un scénariste. Pourquoi avoir fait ces BD? Pour intéresser les jeunes. Oui. Parce que si vous faites un livre avec simplement des textes et puis quelques images, je pense pas qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ils aient envie de voir ça. Voilà. Et les 3 BD sont plutôt un peu style manga, ce qui intéresse beaucoup plus les jeunes. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de jeunes qui sont venus en disant c'est sympa et tout, et puis ça a été génial de le faire. Il y a eu 2 premiers tomes qui sont sortis, ils sont dessinés par Fabien Rontex et écrits par Jeff Legrand, mais vous avez mis votre patte là-dedans. Bah, c'est obligé, on peut pas laisser faire les autres, il faut qu'il y ait de la précision dans ce qu'on va dire. Donc avec Jeff, il venait à la maison, on discutait pas mal, il prenait beaucoup de notes, après il faisait son plan, il me l'envoyait, et puis moi je corrigeais si la date ne correspondait pas ou l'événement n'était pas dans l'ordre. À chaque fois que j'ai fait un livre, à chaque fois j'ai toujours voulu le vérifier. Vous avez eu raison, parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont écrites sur vous. Oui, mais c'est pour ça. Bon, après on peut même en oublier quelques-uns dedans, mais bon, c'est le plus près possible de la vérité. Et toucher les jeunes, c'est dans le but de former de nouveaux cyclistes, de les faire découvrir le cyclisme? De les faire découvrir, et peut-être de les faire rêver, de leur donner envie de faire la même chose. Et puis de leur montrer comment... Parce que quand j'ai commencé à courir, mon père avait la télévision, mais ça nous faisait un peu rêver, quoi. Et il n'y avait pas tous ces BD où on raconte plein de choses, parce que quand vous regardez une journée la télé, vous avez l'événement du jour. Alors qu'avec une BD, vous commencez dès le début, et puis on voit l'évolution tout au long de la carrière. Et j'espère que ça donnera envie à un jeune de me remplacer. Et non seulement ça, mais de comprendre qu'il faut beaucoup travailler pour arriver là. Comme toute chose, je crois qu'on peut pas, même si on est doué physiquement, si on a des aptitudes qui sont peut-être hors normes, pour être le champion, il faut encore travailler. Alors, les BD sur les champions cyclistes, ça n'existait pas. Dans les années 60, il y a 2 univers qui ont été traités en BD, le tennis avec Jarry et le football avec Vincent Larcher. Sinon, il n'y a jamais eu rien d'autre. Et les jeunes ont découvert le tennis grâce à Jarry, qui a été une BD belge des années 60. Et beaucoup ont commencé à jouer au tennis grâce à cette série. Donc j'espère que ce sera la même chose pour le vélo. J'espère, parce qu'on en a bien besoin. Alors, il y a bien sûr votre parcours, mais il y a aussi dans ces BD, vous avez voulu rajouter des moments anecdotiques et insolites. Pas seulement les victoires. Il n'y a pas que les victoires, il y a aussi la vie, un peu comme on pourrait le faire avec... aujourd'hui, il y a Netflix qui a fait des émissions avec les équipes. Là, on le raconte de la même manière. Ce qui s'est passé avec Cyril, ce qui s'est passé avec Greg, avec les équipiers. Pardon. Donc, c'est la vie. C'est la vie. Et en même temps, vous évoquez votre mariage, la naissance de votre premier enfant. Ben oui, moi je suis marié à 20 ans, donc il a fallu que j'aille au charbon parce qu'il fallait bien le nourrir. Et puis j'ai eu un fils 6 mois plus tard. Et au bout de 2 ans que ma femme elle travaillait, j'ai dit si je suis pas capable de te nourrir, je n'existe pas. Parce que je la voyais pas. J'étais toujours parti en course, on se voyait en coup de vent. Donc j'ai dit tu peux pas faire ça.
Donc, mais en même temps, elle vous a jamais suivi, elle a attendu avec les enfants. Oui, mais j'ai toujours dit, ma femme, c'est 50% de ma réussite. Parce que j'ai jamais eu le moindre souci de savoir si elle avait payé le téléphone, l'électricité et tout. C'est elle qui a géré le patrimoine. Moi, j'avais qu'une seule chose à faire. Courir. Voilà. Courir. Et lui ramener un peu d'argent pour qu'elle le place. Et alors, il y a eu des moments aussi insolites. Par exemple, votre première proposition, c'était l'Athlétique de Boulogne-Billancourt. Vous l'avez jeté. Ah, mais c'est sûr. Parce qu'il s'était passé quelque chose justement à la Route de France où j'ai pas été très content avec lui. Il est arrivé, comment il s'appelle Bon, peu importe son nom, puisque vous l'avez jeté. Il me dit, mais tu rigoles. Venir chez toi, mais tu rigoles. Et puis, j'en ai rien à foutre de ta gueule. À la fin de l'année, je serai pro. Monsieur Hinault, vous êtes un prétentieux. Casse-toi. Et ça s'est passé comme ça. Ah ben oui. De même. Surtout, là j'avais que 19 ans, hein. Ouais. Donc j'étais un peu colère, hein. Déjà, je savais ce que je voulais. Voilà. Et vous avez su ce que vous vouliez aussi, quand justement, vous avez, après le Dauphiné libéré, Cyril Guimard vous a dit, il faut continuer, donc vous êtes rentré à la maison. Ah non, c'était avec Stablinski. Ouais, c'était Stablinski, la première année en 75, parce que j'avais fait pas mal de belles petites performances, et puis il me dit, tu viens au Tour de France pour foutre la merde. Oui. Tu fais 8 jours, mais pendant 8 jours, parce que c'était des étapes de plat, tu me mets un bordel, et puis après, tu peux rentrer. Oui. Et j'ai dit, jamais. Si je viens au Tour de France, c'est pour le faire. Et je me sens... peut-être j'aurais pu le faire, mais je me sentais pas capable. En plus, ma femme, elle allait accoucher, donc j'ai dit, je prends la valise et je rentre. Voilà. Ça n'a pas plu, hein. Mais avec Jean, j'avais tout ce que je voulais. J'avais les boyaux, j'avais les vêtements et tout, mais il me faisait courir n'importe comment. Oui, et ça, c'était pas dans mon idée. Déjà, chez moi, j'avais déjà presque des plans. Dire, je fais ça, mais j'en fais pas plus pour le moment. Et quand j'ai rencontré Cyril, quand on était ensemble, Cyril Guimard, on a fait un plan de carrière, d'entrée, avec des objectifs de plus en plus grands. Pour arriver à... L'idée, c'était... objectif maillot jaune, c'était ça. Voilà. D'arriver, toc, à un moment donné où on gagne le Tour. Alors, et c'est aussi évoqué dans ces BD, Bernard Hinault, un jour, vous avez tombé dans un précipice. Ça, on le sait peu. C'est là le début de la légende. Quand j'ai fait un tout droit, au lieu de prendre le virage, j'ai été dans le ravin. Et on m'a sorti, Cyril a essayé de me ressortir, je suis reparti un peu sonné quand même, et on montait la Bastille, là où c'est très très dur, parce que c'est au-dessus de Grenoble, et à un moment donné, je me retourne vers lui, je dis, j'en peux plus, tellement j'ai mal, quoi. Et le mécano vient, il me pousse un petit peu, ça me permet d'aller jusqu'au premier virage, et après c'est bon. Voilà, c'est fou. Et c'est la seule fois où on m'a mis de l'oxygène. Donc, mais c'est un euphorisant, quoi. Et je voyais Bernard Thévenet qui passait à côté, mais je dis, parce que lui, on lui avait pas mis l'oxygène, alors il était un peu out, hein, parce qu'il avait fait une grosse montée. Et moi, j'étais sur le bout de mes pieds, j'aurais presque dansé, alors que je venais de prendre une bonne gamelle, quoi. Voilà. Mais en plus, le précipice, bon, c'était pas 20 mètres, c'était quelques mètres. 7-8 mètres, quand même. Ah, mais s'il n'y a pas d'arbre, je descends à Grenoble. La pente, elle est terrible. Et vous n'avez eu aucune séquelle, c'est un miracle. Non, j'ai pas eu si, j'étais blessé. Oui. Parce que comme je suis tombé la tête la première, quand j'ai commencé à glisser entre les arbres, j'ai plié les jambes pour faire des hameçons, pour m'arrêter. Oui. Et quand ça a accroché un arbre, ça fait un peu de mal. Plus un peu dans le dos, un peu partout. Mais on a fini. D'ailleurs, vous dites souvent que vous avez eu tas de blessures, le crâne recousu, mais c'est pas grave, il faut foncer. Mais oui. Là, c'est surtout à Saint-Étienne, quand dans la chute sur le boulevard. Oui. Bon, c'est vrai, là, j'avais 7 ou 8 points dans la tête. Mais bon, elle n'était pas cassée. C'est le principal. Bah oui, j'avais le nez cassé, mais ça fait partie des risques de la compétition. Vous évoquez aussi dans ces BD, dans un des tomes, un grand champion dont vous avez visité le village, c'est Fausto Coppi. Oui, quand j'ai été en Italie, la première fois, je crois que c'est la première fois, quand j'ai été, le départ était à Gênes, et Jean-Paul Olivier me dit, ça serait sympa d'aller honorer par ta présence la tombe de Fausto Coppi. Mais je dis avec plaisir, parce que c'est quand même un personnage. Donc on y a été en voiture, on n'a prévenu personne, pas de journaliste à part Jean-Paul, et puis on a vu son frère, et on m'a dit après qu'il n'y avait jamais eu un coureur italien qui avait été sur la tombe de Fausto Coppi. Et quand ça a été marqué dans la presse italienne, je suis devenu un dieu pour eux, parce que j'ai été me recueillir sur
sur Fossocoppi, quand même un des grands personnages du cyclisme italien. Alors, il a été le premier dans les courses, mais il a aussi été le premier dans une auberge à Poitiers qui s'appelle le Cul de Paille, où il a été le premier à signer le livre d'or avant Coluche, Bernard Blier, Arletty, Brel et Bourvil. Et ça a marqué ce restaurant. Et moi, ça m'a marqué aussi parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé avec comment on appelle, les petits papiers pour prendre le Saint-Zalo, pour prendre les commandes dans un bar. Et cette personne avait la signature de Coppi depuis 40 ans dans son portefeuille. Il m'a dit, le deuxième, c'est toi. Et ça, c'est royal, ça. Et bien sûr, dans ces albums, dans ces BD, le maillot jaune est évoqué. Maillot jaune que Marcel Amont a chanté. Il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Non. c'était un des succès des 60 et Marcel Amont l'a chanté en courant sur scène, en escaladant des tables et des chaises. Il avait un cœur de champion un peu comme vous. Ah oui, parce que quand on chante et en même temps on fait beaucoup de sport, parce que finalement c'est du sport, il doit avoir un bon cœur. Et justement, les pulsations de votre cœur ont aussi beaucoup compté dans votre Mais c'est pas carrière. Oui, je suis descendu jusque 34. Oui. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la VO2 max. Pour moi, c'est la capacité des poumons de récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Oui. Et ça, je suis hors norme. Et vous l'expliquez pas, ça n'a. On est né comme ça. Voilà. On peut rien y faire. Moi, je suis à l'hiver, j'étais à 86% de l'oxygène, je peux le récupérer. Et en été, jusqu'à 93. Et ça parce que j'ai eu cette chance aussi d'avoir le professeur Ginet qui était à Nantes, où on a fait des tests et tout pour savoir les aptitudes de chacun. Mais c'était génial de pouvoir vivre ça à un moment donné. Les grosses évolutions du cyclisme, le début de la diététique, le début de la médecine sportive vélo, le début de la mécanique, c'est dans ces années-là. Et j'ai vécu tout ça. Ça, c'est grandiose. Oui, et en même temps, vous ne pensiez pas gagner 5 Tours de France au départ, même si c'était un objectif. Non, ça n'a jamais été un objectif. Oui. Non, j'ai couru pour me faire plaisir. Et après, on les enchaîne. On en met un de plus. Puis on arrive à un moment, tiens, t'en as 5. Parce que si j'avais vraiment voulu pour un palmarès, je me serais peut-être pas arrêté à 32 ans. J'aurais peut-être pas fait ce qu'il fallait pour que Greg LeMond gagne. Oui, car vous n'avez pas voulu gagner un 6e Tour de France. Parce que, est-ce que je serais plus heureux? Oui. On serait toujours en train de me casser les pieds en me disant t'es le premier à avoir fait 6 Tours de France. Mais le plaisir et la jouissance que j'ai eu dans ce Tour 86 où on tire un peu les ficelles comme on veut, c'est inexplicable. Il n'y a que moi qui peux l'avoir vécu, ça. En ramenant le maillot à poids de la montagne, Bien quand même, sûr. parce que ça manquait à votre collection. Quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans votre carrière, c'est Bernard Tapie, à une époque où il débutait. Oui, c'était quand on a été le voir, on avait donc l'équipe était préparée, on avait tout ce qu'il fallait, et puis on arrive chez lui, il me dit moi, je viens de préparer un bateau, c'était 10 millions, ça m'a coûté 30. Oui. Donc nous lui avons proposé le projet, c'était 14 millions pour toute l'équipe. Il dit je vais pas savoir, mais il y a quelque chose qui m'intéresse en toi, c'est ton savoir. Je viens d'acheter une société qui s'appelle Look, qui fait des fixations de ski, et le complément du ski, c'est quoi? Le vélo. Oui. Alors si tu me fais une pédale automatique, je te signe le contrat. Je dis d'accord, je vais te la faire. Et c'est là où votre diplôme d'ajusteur vous a servi pour la première et dernière fois. Oui, la mécanique sert toujours. Voilà. Puis le bon sens surtout, parce que les ingénieurs avaient sans doute racheté un brevet où on rajoutait 1 kilo de chaque côté. Oui. Avec la mécanique, avec des cames, quand on est la mécanique, on connaît. Oui. Je dis mais vous rigolez, on va pas mettre 2 kilos de plus sur un vélo alors qu'on veut on veut l'alléger. Et je leur ai demandé comment était fait une fixation de ski. Oui. Avec une butée, une talonnière. Et ils me disent, mais on peut pas mettre ça sur une chaussure de vélo. Mais je dis, je te demande pas ça, moi. Regarde une cale de vélo ancienne. C'était 5 sur 5. Je dis, tu te débrouilles, tu la mets dedans. Et l'ingénieur, il dit, ah bah oui. C'était le système le plus simple. Une butée avant, une talonnière arrière, 2 ressorts. Et ça a marché. Et ça marche toujours. Voilà, c'est incroyable. C'est le début d'une révolution mécanique, quoi. Et ça vous a permis de faire, de travailler avec Tapie et de découvrir un personnage hors norme. Ah ben c'était génial. C'était génial, c'était un homme de défi et moi j'étais un homme de défi. Donc il y a eu quelques fois j'ai été le voir, il me dit qu'est-ce que tu vas aller faire comme pour dire mais c'est même pas la peine. Je dis t'as qu'à venir voir toi, tu verras. Et puis quand vous gagnez, il pleure. Voilà, exactement. Et ça c'est des moments fantastiques.
Et il venait surtout assez souvent nous voir, bien sûr le week-end, parce que le reste du temps, il avait quand même ses entreprises à faire tourner. Il venait nous voir le week-end et il partageait les repas avec nous, il partageait beaucoup de choses, quoi. Et ça, c'est super. Et nous, on a eu le bonheur de partager une heure avec vous, heure qui a permis d'évoquer ces 3 tomes, Inno dans la légende, le dernier, mais aussi Inno Objectif Maillot jaune et sur le toit du monde chez Mareuil Éditions, que je recommande à celles et ceux qui sont des fans, et il y en a beaucoup, beaucoup, et puis aux jeunes pour qu'ils vous découvrent et qu'ils découvrent votre parcours exceptionnel. Merci. Merci Bernard Hinault. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.